Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, on se retrouve une fois encore avec beaucoup de plaisir. Vous êtes bien sûr RTI2 et vous suivez en ce moment votre émission troisième mi-temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la SEC Mimosa. La SEC qui joue ce samedi face à l'équipe du WAC, Wydad Athletic Club de Casablanca. Match comptant pour les poules de la Ligue des champions africaine. On connaît désormais les chapeaux en ce qui concerne donc les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La Côte d'Ivoire connaît les adversaires qu'elle ne va pas affronter. L'Algérie, Cap-Vert, Sénégal et puis le Ghana. Et pour boucler, on va parler de l'athlétisme avec Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef qui font fort en ce moment avec Meïté Ben Youssef qui a réussi à courir en dessous de 10 secondes. Messieurs, l'équipe de troisième mi-temps, messieurs Choualé Diomandé, Patrick Guité et Aimé Brière, merci d'être avec nous. Nous allons tout de suite commencer avec le premier thème, la SEC Mimosa. Aimé Brière qui va donc jouer son premier match de poule de la Ligue des champions africaine. Est-ce qu'après 18 journées de Ligue 1, les Mimos sont prêts? Alors, difficile de répondre à cette question, mais on va l'aborder tantôt. Mais il faut dire que dans cette première confrontation de la phase de poule de la Ligue des champions, l'équipe ivoirienne de la SEC Mimosa part en position de challenger. Mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal pour une équipe qui joue un championnat avec des performances en dents de scie. La SEC pointe aujourd'hui à la 5e place du classement à 26 points. Derrière, respectivement, l'AS Denguélé, premier de la classe, l'AS Standard, deuxième, le Sewe, troisième et le Stade, quatrième. Des performances en dents de scie parce que sur ces 5 dernières confrontations, la SEC a eu le parcours suivant, victoire face à l'Africa, défaite face au COK, victoire face au Stade ou l'inverse, ensuite défaite face à la FAD et nul face à la JCAT. Ce sont des performances qui ne poussent pas, il faut bien le dire, à l'optimisme, même si la dernière rencontre de la SEC s'est jouée sans 2 individualités de premier plan pour cette équipe, à savoir le gardien de but Kofi Hervé qui a défendu les intérêts du Burkina et Kosivi, le milieu offensif de la SEC qui a joué au Libéria avec les éperviers du Togo. La SEC en position de challenger, c'est certain. D'ailleurs, on peut ajouter que si jamais c'était un match qui se déroulait en aller et retour éliminatoire direct, on ne donnerait pas beaucoup de chance à cette équipe de la SEC. Mais sinon, voilà, c'est un match où il faut marquer des points, peu importe l'écart. Et s'il faut marquer des points, la SEC ne doit pas sortir bredouille de cette première confrontation de samedi. Alors, je vais demander à la SEC a 15 buts en 18 matchs. Est-ce que pour vous, l'attaque de la SEC après 18 journées inquiète? Oui, je pense que l'attaque inquiète, mais au-delà même de l'attaque, c'est la philosophie de jeu qui est élaborée par la SEC qui inquiète. Je pense que quand on veut attaquer une compétition comme la Ligue des Champions, il faut être armé offensivement. Moi, je pense que Dao Youssouf et Zakri, le duo qui marche en ce moment à la SEC, ne suffira pas, ne suffit pas pour moi pour affronter l'Afrique. Et puis, même au milieu du terrain, je trouve un milieu de terrain un peu trop de lenteur. Des garçons comme Diaby Amara, Diarra-Souba et autres, moi, ne me pas encore convaincu. Ce n'est pas un milieu qui percute, ce n'est pas un milieu de terrain qui rassure. D'ailleurs, quand vous regardez les matchs de la SEC, il y a toujours une cassure entre le milieu et l'attaque. Peut-être que l'arrivée du jeune Togolais Kosivi va apporter un peu plus de fraîcheur à ce milieu de terrain, un peu plus de technicité à ce milieu de terrain. Mais il faut dire que déjà, ce comportement-là aussi m'inquiète. Et puis, surtout, l'axe central de la défense avec Kangouté et Koné Nabi, où la complémentarité laisse à désirer. Au niveau de la défense de la SEC, le point fort, ce sont les 2 latéraux. Wamak, qui est le meilleur sur la place, sur le plan local, et puis Ngouan, qui est aussi un latéral gauche qui percute beaucoup. Donc, sur les côtés de la défense, la SEC a des hommes. Dans l'axe, il y a problème. Au milieu de terrain, ce n'est pas un gros milieu de terrain. Et puis en attaque, Dao Youssouf, Zakri, je trouve que c'est un peu court, c'est un peu trop léger. Parce que
il ne faut pas aussi oublier la pauvreté du banc. Quand on attaque une compétition comme la Ligue des Champions, il faut avoir un banc riche. Mais quand vous enlevez tous ces titulaires-là, sur le banc, c'est zéro. Donc là, comme la Ligue des Champions est une autre compétition, une autre motivation, la SEC doit pouvoir hausser son niveau de jeu si les Mimosas veulent sortir vivants de ce groupe A. Patrick Guité, vous avez donc entendu ce que vient de lancer Choua-Le Jomane. Vous partagez son avis. Il y a des difficultés en ce qui concerne l'attaque. Vous savez, il y a des difficultés en ce qui concerne tous les compartiments de jeu de la SEC Mimosa. Maintenant, après, nous sommes en Ligue des Champions. La petite musique de cette Ligue des Champions-là peut motiver et amener les Mimosas à se surpasser. Vous savez, moi, j'ai assisté à la rencontre face à la Ligue de Tripoli. J'ai vu une équipe de la SEC qui a porté le ballon, qui a porté le danger dans le camp du club libyen. Maintenant, est-ce que ça sera le cas face au WAC de Casablanca qui, je vous le rappelle, a éliminé le tenant du titre, le TP Mazembe. Donc, je ne pense pas que cette équipe marocaine qui arrive avec un entraîneur, je vais dire, très expérimenté. Je parlais de John Toucha, qui a même entraîné le Real de Madrid, qui a entraîné l'AS Saint-Etienne, donc qui connaît le football de haut niveau. Ça sera très compliqué pour les Mimosas. Ils l'ont dit, Aimé et Choua l'ont indiqué, la pauvreté en termes d'effectifs. On ne peut pas titiller, on ne peut pas tutoyer l'Afrique avec seulement un Da Youssouf qui culmine à 9 buts en Ligue 1 après 18 journées. On ne peut pas tutoyer l'Afrique en ayant une défense qui est dubitative. On a parlé de Kone Nabi et de Kangouté Adama qui pourraient être suppléés par Blacko Yves qui est très bon. Mais est-ce que Traoré Chaka aura le courage de pouvoir lancer ce jeune-là dans cette Ligue des Champions? On a beaucoup de questions, mais la SEC a su se surpasser, je le disais tantôt, lors des grands événements face à la Ligue de Tripoli et face à l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, Kone Tchekbe, merci d'être présent pour ce numéro de troisième mi-temps. Kone Tchekbe, alors vous qui êtes technicien, quelle équipe de la SEC Mimosa face au WAC? Bonsoir Sébastien et merci à tous ceux qui sont sur le plateau. Je voudrais d'abord féliciter la SEC pour avoir atteint ce niveau de compétition, ce qui ne semblait pas évident vu l'entame de saison de la SEC. L'équipe que je vois n'est pas forcément des individualités, mais je pense surtout que la SEC aura le courage de ne pas mettre seulement le petit Dao tout seul devant, comme on l'a vu souvent. Il faudrait que l'équipe soit plus équilibrée et que les joueurs aient vraiment le cœur chaud pour être vraiment ensemble, courir ensemble, travailler ensemble. Moi, j'ai fait confiance à Gigi parce que pour être à ce niveau, il a fallu quand même qu'il donne un petit boom au cœur de tous ces joueurs-là. Mais ensuite, ce que je crains, est qu'il faudrait que les joueurs aient la tête froide parce que les joueurs, au vu du style maghrébin, ont tendance à jouer de malice. Et donc, il ne faudrait pas que les joueurs s'énervent. Et donc, il faudrait qu'ils soient vraiment concentrés sur leur sujet. Pour le reste, un coach, selon son effectif, selon les joueurs qui sont en forme, il est à même d'aligner la meilleure équipe possible. Gigi en est capable et je crois que nous devons soutenir la SEC parce que les victoires de la SEC à cette compétition pourraient nous garantir les 4 places pour les championnats interclubs d'Afrique. Alors, Kone Tchekbe, est-ce que quelque part en Ligue 1, quand on joue 15 matchs et que l'attaque marque 15 buts en 18 matchs, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous? Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est très inquiétant, ça c'est vrai, mais je l'ai dit tantôt, la SEC joue souvent avec un seul attaquant de pointe qui est très loin des autres, et surtout que Dao est un junior, et en plus un junior qui n'a pas l'expérience des joueurs qui ont déjà fait 10 ans de saison, et donc c'est vraiment difficile. Mais, vous voyez, la SEC a montré 2 visages. Le championnat de Côte d'Ivoire n'est pas la Champions League. Et la SEC a montré autre chose à la Champions League. Donc, j'ose croire que la SEC pourra faire la différence. Il ne s'agit pas de gagner 3-0.
Non, il ne s'agit pas là de gagner 10-0. L'essentiel, c'est l'entame de la saison, de la compétition, je veux dire. Il faudrait que l'équipe soit soudée, qu'on soit patient, qu'on joue. Parce que ce qu'on craint avec une équipe du WAC, c'est le métier, c'est la malice. Donc, il faut éviter donc, de prendre un but, de s'énerver par la suite. Même quand on prend un but, il faut rester concentré sur son sujet, rester solidaire et travailler ensemble. Parce que c'est une compétition de très haut niveau et il ne faudrait pas que les jeunes gens, qui sont vraiment très jeunes à la SEC, ne jouent pas d'expérience. Merci. Je crois que la SEC a les moyens de s'imposer au WAC. Vous voyez, il suffit que l'étincelle sorte d'un joueur pour que tout marche bien. Voilà. J'espère qu'ils sont en forme et que Gigi fera les meilleurs choix. Merci beaucoup à vous, Koné Tchegbe, pour votre intervention. Nous avons pris note. Je pense qu'au niveau de la SEC, on prendra note également, parce que ce que vous avez dit est profond. On va revenir avec vous, Aimé Brière. Est-ce que le WAC fait toujours peur? Bon, écoutez, nous avons bien compris à travers les différentes interventions que pour réaliser une belle performance, la SEC est condamnée à l'exploit. Condamnée à l'exploit, est-ce que la SEC est capable de réaliser l'exploit? Eh bien, on peut penser que cette équipe de la SEC a un effectif limité, comme le disait Chalieu, limité en qualité, limité en quantité. On a très peu d'internationaux dans cette équipe de la SEC, hein, sinon des internationaux comme Zakri, comme Goua, et des révélations comme le Kosivi ou Dao. Mais il faut dire que les postes ne sont pas doublés. Et quand on voit que l'effectif n'est pas déjà d'une grande qualité, les postes qui ne sont pas doublés, évidemment, c'est ce qui doit se faire dans les grandes rencontres. Eh bien, on est avec le WAC de Casablanca dans un monde tout à fait différent. Tout aussi professionnel que puisse être notre Ligue 1, eh bien, elle ne saurait rivaliser avec les premières divisions des championnats maghrébins, dans lesquels eh bien, le budget des clubs se décline en milliards de francs. C'est bien cela. Et cette équipe du WAC dans un championnat de 18 clubs La SEC aussi a des milliards. non, la SEC peut avoir des milliards, mais juste de quoi. Alors, dans ce championnat du Maroc de 18 clubs, eh bien, le WAC pointe à la 2e place. On est à la 30e journée. Ça veut dire qu'il ne reste que 4 journées. Ça veut dire que tout le WAC a pratiquement déjà assuré sa place en Ligue africaine, en compétition africaine l'année prochaine. Le WAC est précédé du FUS de Rabat et en 3e position on trouve Tanger, en 4e le Phare et en 5e le Raja de Casablanca. C'est-à-dire que eh bien, cette équipe du WAC est bien placée et ma foi elle paraît armée pour sortir de cette poule. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la SEC doit réaliser l'exploit. Et la chance de la SEC, c'est que, eh bien, on ne compte pas les buts marqués à l'aller ou les buts encaissés au retour. Hein. On compte les points. Et la SEC doit pouvoir grappiller des points. En tout cas, la SEC est condamnée à marquer au moins 1 point pour cette première journée, faute de quoi la SEC risque de ne plus être au contact, parce que la SEC se déplace au national Al-Ahli, et puis la SEC va ensuite se déplacer chez les Zambiens. Donc voilà un peu comment ça se présente. Et cette équipe du WAC, bon, ce n'est peut-être pas un épouvantail, mais il y a quand même un petit monde hein, entre cette équipe et les jaunes et noirs. Il faut chercher à prendre déjà les 3 points. Alors, Patrick Guittier, hein, est-ce que l'équipe du WAC fait peur? Déjà, je le disais tout à l'heure, le WAC a éliminé le TP Mazembe, qui est un orgue en Afrique. Le nouvel orgue, même si les Corbeaux de Lumumbashi ont été, même s'ils vont jouer la Coupe de la Confédération, c'est quand même un grand d'Afrique. Et c'est le WAC qui a éliminé ce tenant du titre. Déjà, avec je veux dire, cette performance-là, déjà, le WAC pourrait faire peur, mais ce n'est plus le grand WAC qu'on a connu il y a quelques années et qui venait ici en terrain conquis. Non, ce n'est plus cet épouvantail-là. Non, le WAC est en train de revenir petit à petit au premier plan au niveau africain. Maintenant, face à la SEC, je crois que les Marocains viendront pour jouer comme les Maghrébins le font souvent. Hein. Je veux dire, attendre pendant les 15 premières minutes devant leur gardien. Maintenant, ça sera
à la SEC de pouvoir appuyer sur l'accélérateur et pouvoir transpercer cette muraille du WAC. On a longtemps parlé, si vous me permettez, des limites de la SEC Mimosa, mais il y a quand même également des forces au niveau de cette équipe. Il y a le gardien de but qui est très bon. Nous avons les deux latéraux. Nous avons également Kosivi qui est très bon, on va dire, sur coup de pied à arrêter. Et puis maintenant, on espère que le public du stade Robert Champroux copiera sur celui du stade de la Paix de Boaké en venant soutenir. Bien entendu, leur équipe, parce qu'on suit l'Euro, on voit que des équipes moyennes sont soutenues à 100%, 200% par leur public et ils arrivent à tenir la dragée haute à de grandes formations. Et quand les supporters arrivent, ils n'attendent pas que l'équipe marque avant de supporter. Ça, c'est clair. Il ne faut pas supporter quand on marque des buts. C'est quand une équipe est dans les difficultés qu'on appelle... Dès l'entame, il faut déjà soutenir cette équipe. Oui, il ne faut pas être fatigué avant les joueurs. Je vais lui demander, alors, le WAC, vous l'avez connu, cette équipe, aujourd'hui avec des entraîneurs de renom également. Est-ce que le WAC vous fait peur, vous? Me fait peur, c'est trop dire, mais déjà il faut faire attention à cette équipe du WAC parce que quand elle élimine le tenant du titre, le TP Mazembe, c'est que quelque part elle a de la qualité. Cette équipe qui, après 30 journées, qui occupe la deuxième place en Ligue 1 marocaine à 2 longueurs du FUS de Rabat, qui a gagné 16 matchs en championnat, obtenu 8 nuls et 6 défaites. Et cette équipe aussi compte dans ses rangs des Africains. Il faut faire attention. Il y a le Gabonais Benjamin Zéondo, un milieu de terrain. Ensuite, il y a Fabrice Nguessi, qui est un attaquant congolais, RDC. Ibrahim Keita, lui c'est un Sénégalais, c'est un attaquant de 21 ans. Mokhtar Sissé, un attaquant malien. Moutad Fall, défenseur sénégalais. Sans oublier Souleymane Sissoko du Mali, qui évolue avec les U20 du Mali. Donc déjà, c'est vous dire que dans cette équipe, il y a la qualité. Et puis, moi, quand j'entends parler du WAC, j'ai des souvenirs. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle la C1 en 1992. À l'époque, on appelait ça Coupe d'Afrique des clubs champions, qui est devenue Ligue des champions en 1997. Et il y a eu des retrouvailles. Déjà, la SEC avait affronté le WAC. Mais dans cette compétition en 1992, au premier tour, la SEC avait éliminé l'étoile filante de Ouagadougou. Le WAC a éliminé la Céréale de Bamako. Au deuxième tour, la SEC élimine le Orea de Conakry. Le WAC élimine Julius Berger du Nigeria. En quart de finale, la SEC élimine la Chantier Kotoko de Koumassi. Le WAC élimine le Nkanare Davis de Zambie. Mais déjà, à Chantier Kotoko, à SEC Mimosa, c'était un match de légende à Koumassi où la SEC s'est imposée 3-2 après avoir perdu 1-2 au Stade Félix Houphouët-Boigny. On se souvient de ce doublé de Ben Badi. C'était vraiment une grande équipe de la SEC. Tout à l'heure, quelqu'un disait que le WAC n'est plus le WAC, mais la SEC aussi n'est plus la SEC, parce qu'à cette époque-là aussi, la SEC avait une grosse machine, une grosse équipe. Et puis en demi-finale, c'était la confrontation de feu entre la SEC et le WAC. 3-1 à Abidjan, la SEC a encaissé le fameux petit but qu'il ne fallait pas encaisser. Et puis au retour, à Casablanca, la SEC est tombée 2-0. La SEC avait marqué un but, un très beau but d'Issa Jatao, mais malheureusement, l'arbitre avait refusé. L'arbitre a été le seul à avoir un hors-jeu sur ce but. Et comme c'est lui seul qui décide, bon, la SEC a été éliminé. Donc il a raison. Il a raison. Et cette année-là, le WAC avait remporté la C1 en battant Al-Hilal du Soudan, 2-0 à l'aller et puis 0-0 au match retour. Donc ça peut vous dire que c'est des retrouvailles entre deux grands d'Afrique, la SEC qui a gagné une fois déjà la Ligue des Champions en 98 et puis le WAC qui a gagné en 92. Donc samedi, il faut s'attendre à un match de feu. Vous donnez une chance quand même à la SEC? Juste 10 secondes, 15 secondes? Non, tout à l'heure, elle me disait qu'il fallait prendre un point. J'ai dit non. Dans ce genre de compétition, il faut gagner absolument à domicile. Ça, c'est important. C'est très important. Il faut gagner à domicile. Il faut gagner à domicile. Surtout qu'on est à domicile, il faut gagner pour prendre la confiance. Sinon, si vous perdez chez vous, après, vous avez un moral qui est dans les chaussettes. Et vous arrivez en Égypte, au stade du Caire, que connaît bien Joël Diomandé, ben, vous avez un public fou qui va vous mettre la pression. Et même si le Al-Ali n'est plus le Al-Ali d'il y a quelques années, mais ça reste donc, quand même il faut gagner à domicile. Il faut gagner absolument à domicile pour pouvoir bien commencer cette compétition. Il ne faudra pas rentrer bredouille de cet après-midi au stade Champroux. Un point pour ne pas commencer ce tour à 0 point. C'est déjà pas mal pour cette équipe de la SEC parce que 3 points, ce serait le véritable exploit.
Merci, messieurs. Nous avons bouclé donc ce premier thème. On a parlé donc de la SEC Mimosa. La SEC qui rencontre dans le WAC de Casablanca. Match comptant pour la première journée, match de poule, la Ligue des champions africaine. Bonne chance donc à la SEC Mimosa et rendez-vous samedi au stade Robert Champroux de Marcory. Messieurs, nous allons parler maintenant de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la constitution des chapeaux pour le troisième tour. La Côte d'Ivoire est mébrière dans le chapeau 1 avec l'Algérie, Cap-Vert, Sénégal et le Ghana. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire plutôt ne va pas rencontrer ces différents pays. Mais attention, qui peut être l'adversaire de la Côte d'Ivoire dans le chapeau 2, il y a le Cameroun, le Congo, la Guinée, la RDC et puis la Tunisie. Aimé Brière. Eh bien, le tirage au sort pour ces différents chapeaux a été effectué sur la base combinée du classement FIFA et des derniers résultats de la 5e journée des éliminatoires pour la CAN 2017. La Côte d'Ivoire est dans tous les cas tête de série et un premier avantage pour notre équipe, si on peut dire, c'est d'éviter l'Algérie, le Ghana et le Sénégal au prochain tour. Avant de répondre à la question que je vous ai posée, oui. Juste un mot sur ce premier chapeau. C'est logique. Vous trouvez ça normal que tous ces pays qui sont dans ce chapeau-là méritent d'être là? Absolument, absolument. Ce sont des équipes qui, de par leur performance FIFA et même leur performance récente en Coupe d'Afrique des Nations 2017, eh bien, se présentent ainsi. Mais il ne faut pas se faire d'illusions avec un chapeau 1 où il y a les têtes de poule et puis les autres chapeaux. Non, non, non. Il s'agit d'une compétition dans laquelle eh bien, tout le monde est exposé à une contre-performance. N'est-ce pas? Il faut savoir qu'il n'y a que des gros. Nous sommes au dernier stade pour la qualification pour la Coupe du Monde en Russie 2018, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'équipes qui sont dans les chapeaux 2, 3 et 4 qui sont capables de bousculer la hiérarchie. Donc ici, allez-y, le chapeau 2 donc. On pourrait répondre. Vous voulez répondre? Allez-y. Est-ce que c'est normal que voilà, certaines sélections soient dans ce chapeau 1? Moi, lorsque je vois des sélections telles que le Cap-Vert ou le Sénégal, moi, je me pose des questions. C'est vrai qu'on se pose également des questions sur le mode de fonctionnement du classement FIFA. Parce qu'à un moment donné, on a vu le Cap-Vert qui était premier africain. On ne sait pas trop pourquoi. On ne connaît pas les performances de cette équipe. Et le Sénégal également, qui ne va pas très loin en Coupe d'Afrique. Et même lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui ne se placent pas pour aller au Mondial. Mais ces deux équipes-là sont dans le chapeau 1. Je crois que pour ce qui est du classement CAF, ou du classement FIFA, la FIFA devrait s'adresser beaucoup plus, je devrais regarder beaucoup plus des performances locales au niveau donc de l'Afrique avant donc de faire ces classements qui vous donnent un chapeau qui n'est pas représentatif des grandes forces de l'Afrique. Voilà. D'accord. Maintenant, vous n'allez pas répondre à cette question. Non, mais moi je pense que quand on regarde la composition des chapeaux, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Oui, tous les chapeaux. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Peut-être que la FIFA est vraiment elle seule peut répondre pourquoi elle a constitué de tels chapeaux. Parce que il y a eu des changements à la FIFA. Donc il y a eu des changements. Voilà. Alors, donc, Aimé, on vient avec vous pour parler donc des probables adversaires de la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2, donc, on l'avait dit, on retrouve des pays comme le Cameroun, Congo, Guinée, RDC, Tunisie. Il n'y a pas de petite équipe dans ce chapeau numéro 2. Le Cameroun revient à la vitesse grand V au sommet de la hiérarchie africaine. Le Congo est accrédité d'une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2015, la toute dernière Coupe des Nations. La Guinée, eh bien, ne l'oubliez pas, a joué les quarts de finale de la dernière CAN. La RDC, c'est l'équipe qui regorge d'individualité sur le plan offensif, d'individualité de premier ordre. Quant à la Tunisie, eh bien, vaille que vaille, elle réussit toujours à se maintenir dans le dernier carré ou bien dans les quarts. Donc, il n'y a pas
d'équipes qu'on peut souhaiter rencontrer ou qu'on peut souhaiter éviter. Ils sont tous bons. Maintenant, il est bien entendu qu'on préférerait peut-être jouer dans ce chapeau le Congo-Brazzaville et la Tunisie, hein, plutôt que le Cameroun, la RDC. Voilà, c'est tout. On s'arrête là, mais on attend le tirage pour voir. Mais dans tous les cas, aucun tirage, et surtout dans cette configuration, ne sera facile. Pourquoi? Parce qu'on met des personnes qui ne sont pas... On met des équipes qui ne sont pas très bonnes en tête de poule. Eh bien, ça veut dire que dans la constitution de la poule, on aura de sacrés morceaux. Voilà. Joël, on vous prend d'abord avant d'aller voir Patrick Guité. Allez-y, tout de suite. À ce stade de la compétition, il n'y a plus de petite équipe. Et il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Lorsqu'on est champion d'Afrique, il faut être prêt à affronter n'importe quelle équipe. C'est vrai, quand on regarde le chapeau 2 avec l'équipe du Cameroun, moi j'ai vu, c'est une équipe qui me fait peur. Parce que son dernier match contre la France, j'ai vu une équipe solide. Une équipe solide avec des attaquants costauds. Donc, ce n'est plus le Cameroun qu'on a éliminé lors de la CAN 2015. C'est une autre équipe du Cameroun, mais il faut faire très attention à cette équipe du Cameroun-là. Et vous savez très bien que les confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des derbys, sont des matchs de feu dans ce genre d'épreuve. Donc, je pense qu'il faut faire attention au Cameroun. Ils ont commencé à nous réussir. Hein. Ouais. Oui, mais l'équipe... Parce que même avec au Tchad, nous les avons battus. Non, mais attends. L'équipe du Cameroun que moi j'ai vue à la CAN 2015, c'était l'une des plus mauvaises équipes du Cameroun que je n'ai jamais vue à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1998 au Burkina Faso. C'est là-bas aussi que la Côte d'Ivoire, au Mali, nous avons eu une mauvaise équipe. Oui, depuis. Donc l'équipe du Cameroun qu'on a vue à la CAN 2015, c'était pas un foot de guerre, c'était pas une équipe joueuse, elle était très lourde, elle était empruntée. Mais celle que j'ai vue contre la France, je vous dis que c'est du solide. Donc il faut faire très attention à cette équipe du Cameroun. Donc c'est pour vous dire qu'à ce stade, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Il est maintenant grand temps que M. Dussier nous montre un autre visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Il va le faire. On l'espère bien. On va écouter Kader Guilavogui. Merci d'être avec nous pour ce numéro de 3e mi-temps. Kader Guilavogui, vous avez eu connaissance de la constitution des chapeaux pour le 3e tour éliminatoire pour le Mondial 2018 en Russie. Quel regard vous avez jeté tout de suite et puis qu'est-ce que vous avez retenu? Écoutez, Sébastien, à la veille de chaque tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça donne toujours à cet exercice de voir quelles sont les équipes avec lesquelles la Côte d'Ivoire va partager son route. Moi, je pense qu'après 21 participations en phase finale des Coupes d'Afrique, ce qui est un deuxième record, après l'Égypte qui en compte 22 et 3 phases finales d'affilée en Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire ne devrait plus se poser la question de savoir qui est-ce qu'on va croiser, est-ce qu'il faut avoir peur, il faut arrêter de se faire peur tout simplement. Alors pour moi, le principal adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté 8 matchs sous l'air du sujet pour revisiter ces 8 matchs-là, essayer de gommer les imperfections et puis renforcer, si vous voulez, la complémentarité dans les différents secteurs de jeu. On a une équipe, qui est composée de jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs-là ont besoin d'écrire leur propre histoire. Et cette histoire-là ne sera plus belle qu'en croisant la route des équipes comme le Cameroun, comme l'Égypte, comme le Nigeria. Voilà, des équipes qu'on veut éviter. Moi, je dis que nous sommes demandés de choisir des adversaires. Ce sont ces équipes-là que je choisirai. Parce que ces gamins-là, je vais parler de Serge Yaousé Nguessa, je vais parler de Franck Kessé, je vais parler de Angoua Victorien. Toute cette nouvelle cuvée-là a besoin de se frotter avec pardon en Afrique. Le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun sont pour moi des adversaires avec lesquels nous devons nous sauter pour voir véritablement le niveau de ces joueurs. Parce qu'il n'y a aucune gloire, il n'y a aucun honneur pour se qualifier pour une Coupe du Monde en affrontant la Tanzanie, Madagascar, l'Érythrée, sans vouloir faire un jeu à ces pays-là. Mais je pense que véritablement la Côte d'Ivoire est à un certain niveau. Nous devons nous frotter à des équipes de gros calibre parce que ces joueurs-là, que j'ai expliqué tout à l'heure, doivent aller voir l'ambiance du Caire, doivent aller voir l'ambiance du Stade Amadou Ahidjo, doivent aller voir l'enfer de Surulere pour voir à quel niveau ils sont dans leur progression. C'est que de cette façon-là, on pourra juger la valeur de ces gamins-là. Parce que rien ne nous dit qu'en croisant le Mali, la Guinée, le Cap-Vert, on est qualifié d'office. Non. La dernière CAN a vu qu'on a continué par ces équipes. Face au Mali, face à la Guinée.
Donc voilà, il y a un certain nivellement des valeurs aujourd'hui. Moi, je pense que le principal adversaire, comme j'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire elle-même. Elle doit revoir sa copie, elle doit revoir ses matchs et puis, comme j'ai dit, essayer de se bonifier, ne pas rester sur ses acquis. Voilà véritablement ce que je pense. Merci beaucoup à vous, Cadet Guy Lavogui, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Patrick Guité, vous avez écouté Guy Lavogui. Il faut croiser tout le monde. Alors, quand vous prenez donc ce pot, hein, où il y a le Cameroun, le Congo, la Guinée, la RDC, la Tunisie, il faut aller à l'essentiel. Hein. Il faut se battre. Moi, je crois après avoir écouté Guy Lavogui, je constate qu'il n'est pas président de fédération quand il veut que son équipe aille rencontrer tous les gros morceaux. Je pense qu'on a des matchs amicaux qui peuvent nous permettre de nous frotter à ces grandes nations. Je crois que Charles l'a dit tout à l'heure, il faut avoir peur de nous-mêmes. La Côte d'Ivoire a des joueurs, a des jeunes joueurs qui ont montré de belles dispositions hein, lors du match face au Gabon il y a quelques jours à Boaké. Il faut travailler cette cohésion, cette grinta qu'ont démontré les éléphants face au Gabon. Et s'il y a la complémentarité, si les jeunes gens vivent bien ensemble, s'il y a une tactique qui est mieux améliorée, qu'il y a une bonne animation, je ne pense pas qu'une seule équipe puisse résister aux éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipes à éviter? Bien entendu, il y a toujours des équipes à éviter. Dans le chapeau 2, par exemple, on a... Oui, dans le chapeau 2, vous avez le Cameroun. Le chapeau, oui, l'Égypte. Le Mali. Le Mali, la Zambie. L'Ouganda, la Zambie. Je dirais, le chapeau 3, par rapport à leur histoire, on pourrait dire qu'il faut éviter le Nigeria, l'Égypte, ou bien même le Mali, qui a de très très bons jeunes joueurs qui montent en puissance et qui pourraient créer la surprise dans ces éliminatoires-là. Maintenant, il faut être prêt à affronter n'importe quelle équipe, même si nous pensons que nos éléphants aujourd'hui n'ont pas les défenses aussi solides que cela. Mais puis il faut attendre le tirage au sort pour savoir à quoi s'en tenir, à quel style de jeu s'adapter et puis jouer pour se qualifier. Parce que seul les leaders des différentes poules pourront se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que l'Afrique n'a que 5 places, même si actuellement M. Issa est tenté de se battre pour que l'Afrique ait une 6e place. Alors, je vais le demander, il y a l'Égypte, le Mali, le Nigeria, l'Ouganda, la Zambie. Vous préférez quel pays? Moi, je n'ai pas de préférence. Parce que, vous n'avez pas de préférence, mais si vous étiez président de la fédération, il y a quand même un choix. Hein. Vous pouvez dire, j'aurais bien... Vous voulez l'Ouganda et le Mali. Je souhaite tomber sur l'Ouganda. Pourquoi pas? L'Ouganda, c'est sur le papier. C'est sur le papier, on va choisir l'Ouganda. Mais la réalité, c'est le terrain. À ce stade de la compétition, il faut faire attention. On se souvient d'une année, c'était en 2006, des équipes comme le Togo se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. L'Angola se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, tout est possible. Donc il ne faut pas minimiser aucune équipe. Si le Togo et l'Angola ont disputé une Coupe du Monde, ce n'est pas l'Ouganda ou la Zambie ou même le Mali qui va cracher sur cette qualification-là. Donc là, aujourd'hui, il faut respecter tout le monde. Il faut surtout travailler parce que le visage des éléphants que nous avons vu lors des éliminatoires, que nous voyons lors des éliminatoires de la CAN 2017, ça, c'est notre compétition qui commence. La Coupe du Monde, elle est plus juteuse. Tout le monde rêve de participer à une Coupe du Monde. Donc, toutes les fédérations mettent les moyens pour mieux préparer leur équipe pour la Coupe du Monde. Parce que quand vous participez à une Coupe du Monde, c'est 3 ans, 4 ans qui sont gagnés au niveau de la manne financière qu'on récolte. Donc, c'est pour vous dire que la Coupe du Monde, tout le monde met un point d'honneur sur la Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas minimiser aucune équipe, il faut respecter toutes les équipes, il faut bien se préparer et montrer autre chose que ce que nous avons vu face au Gabon, face à la Sierra Leone et autres dans les éliminatoires de la CAN 2017. Mais Brian, est-ce que l'Afrique du Sud, dans le chapeau 4, le Burkina Faso, le Gabon, la Libye, le Maroc, est-ce que ce sont des pays qui peuvent être considérés comme des troupes faites? Il ne faut pas se livrer au jeu qui consiste à vouloir éviter telle équipe ou telle autre. Hein. Pour en revenir à toi, juste un mot. Hein. Tu veux éviter l'Égypte et le Mali, on est d'accord. Tu penses que tu vas battre tu penses que tu vas battre la Zambie? Tu penses que tu vas battre l'Ouganda?
Et même à la rigueur, le Nigeria qui fait figure de Fontaine. Peut-être que c'est même le bon moment de prendre le Nigeria, qui sait. Donc il ne faut pas jouer à ce jeu qui consiste à vouloir éviter X pour prendre Y, dont on n'est pas sûr qu'on pourra le mettre à la raison. Voilà la question qui se pose. Elle se pose également pour cette poule 4 qui regroupe le Maroc, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Gabon et la Libye. Bon, dans ce groupe, c'est la Libye qui fait figure d'adversaire bon à prendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut les battre? Est-ce qu'ils ne se seront pas préparés mieux que nous pour préparer pour cette compétition-là, hein? L'Afrique du Sud, eh bien, c'est un coup c'est très bien, un coup c'est un peu moins bien. Alors, quelle Afrique du Sud on va rencontrer? Celle qui est un peu moins bien ou celle qui est toujours très bien? Voilà le problème. Et le Gabon, nous avons vu que le Gabon a une bonne petite équipe, une bonne équipe, hein, cette équipe du Gabon. Regardez un peu le match qu'elle a fourni avec tant de titulaires absents, le match qu'elle a fourni à Bouaké, c'était un bon match. Et maintenant, le Burkina Faso, eh bien, le Burkina Faso revient petit à petit au premier plan, après avoir connu un gros flop après sa finale de 2013. Et le Maroc, c'est le Maroc d'Hervé Renard. Eh bien, pour une raison sentimentale, ce serait bien qu'on tombe dans la même poule que le Maroc, mais attention, on ne va peut-être pas les battre. On ne pourra pas les battre si on ne monte pas notre vrai football. Dans tous les cas, pour gagner, il faudra jouer ballon. Actuellement, nous sommes dans la fiction. Je veux dire que Sébastien est en train de nous dire donc, quelle est la poule qui pourrait aller à la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes dans la fiction. Donc, si aujourd'hui, moi, je dis que pour le tirage, je peux faire Côte d'Ivoire, Guinée, Mali et Burkina Faso. On va noter, vous choisissez. Parce que le tirage, c'est le 24 prochain. Alors, choisissez-vous, vous voulez Côte d'Ivoire, Guinée, Ouganda. Et Burkina Faso. Ouganda. Et Burkina Faso. Ça serait une poule abondante pour les éléphants. Oui. Parce qu'on reviendra ici, on va en parler. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais le demander, vous, quand vous voyez, si on vous donnait la possibilité de faire ce tirage, allez-y tout de suite, donnez-nous les équipes que vous, les pays que vous aurez souhaité avoir. C'est un pronostic. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Guinée. À cause de Duchesne qui connaît bien cette équipe de Guinée, il peut nous montrer des astuces de cette équipe de Guinée. Donc, Côte d'Ivoire, Guinée, Gabon. Oui. Et puis peut-être le Mali. Le Mali. Ouais. Aimé Brière. Moi, je verrais bien Côte d'Ivoire, Congo. Côte d'Ivoire, Congo. Côte d'Ivoire, Mali. Mali. Et Côte d'Ivoire, Libye. Libye. Là, c'est Aimé Brière. Alors, ce que je voulais dire, oui? Le Cameroun qui est dans le chapeau 2, qui est tête de liste du chapeau 2. Est-ce que... Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a plus de... Les seules têtes de poule, c'est le chapeau. Alors moi, je vois la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, et puis le Maroc. l'Afrique du Sud. Bon, vous faites comme Mikila Wogui qui veut aller voir. Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, Afrique du Sud. C'est le poule de feu. Ça a déjà joué en 2006. C'est le poule de la mort. C'est une poule de la mort. Oui, mais il faut bien qu'il y ait une poule de la mort, puisque pour aller à une Coupe du Monde, il faut montrer toutes ses qualités. Et puis nous sommes champions d'Afrique. Alors on a battu aussi ces équipes pour arriver à être champion d'Afrique. La première participation ivoirienne s'est faite dans la poule de l'Égypte et du Cameroun. Oui, mais c'était plus la même équipe. Oui, mais vous craignez quoi? Non, c'est ce que vous dites. En 2006, il y avait les Didier Drogba, c'était une grosse machine. On ne connaissait pas. Les Bakikone, le Kone Aruna. Non, on ne le connaissait pas. En 2006, c'était une découverte. On l'a découvert. Bien entendu, on l'a découvert, on s'est qualifié. On l'a découvert en 2002. Il y a de jeunes joueurs. La Côte d'Ivoire est venue aujourd'hui avec des jeunes joueurs. Les Jonathan Kodja qu'on a découvert. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Didier Drogba, lui aussi, là où il se trouve, il s'est dit, il faut qu'il y ait un autre joueur comme moi. Ça doit passer par ces éliminatoires. Face à la Guinée. Sur ce point, nous sommes d'accord avec vous, Sébastien. Oui. Tout à l'heure, on l'a dit, qu'à ce stade de la compétition, il faut respecter tout le monde. Et le danger viendra, notre danger, c'est nous-mêmes. C'est à nous maintenant de montrer notre visage dans cette épreuve-là. Parce qu'il n'y a que des équipes. Si ces équipes-là ont atteint ce stade de la compétition, c'est qu'elles ont le niveau. Tout à l'heure, Aimé parlait de l'Ouganda. Il faut faire attention parce que c'est des équipes inconnues, c'est des équipes qui sont difficiles à jouer. Si cette équipe-là se retrouve à ce stade-là, c'est qu'elle a de la qualité.
Donc, même, on disait, c'est un jeu. On parlait du Mali, du Burkina Faso et autres. Même le Burkina, il faut faire très attention à cette équipe du Burkina. Elle est souvent difficile à jouer au stade du 4 septembre à Ouagadougou. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Voilà, merci messieurs pour tout ce que vous avez sorti. Hein. En tout cas, ceux qui avaient peur, on a vu maintenant comment ça se passe. Hein. Vous avez fait des choix, vous avez fait vos poules. Nous allons, avec la complicité de la production, en tout cas, nous allons conserver cette partie. Et puis le 24, quand il y aura le tirage, je pense qu'on va se retrouver ici et on va ressortir ces poules que vous avez constituées. On espère que la poule qu'on va choisir, en tout cas en Égypte, va être la poule de Sébastien Ouénien, où il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Nous avons bouclé donc ce deuxième thème et le dernier, il s'agit donc de l'athlétisme. Ça marche très fort en ce moment pour Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef. Quand je dis ça marche très fort, ce sont des athlètes qui sont en pleine préparation. Et pour le moment, en tout cas, ce sont des préparations qui portent ses fruits. Muriel Aouré a couru donc en 10 secondes 78 centièmes. Et puis, Meïté Ben Youssef qui a réussi à courir en 9 secondes 99 centièmes. Messieurs, on voit donc cette course de Muriel Aouré dans une telle préparation quand vous réalisez ce genre de performance. Et Mébrière, on se dit que ça fait bon moral. Oui, effectivement, surtout que la perle du sprint ivoirien est restée pratiquement 8 mois sur le flanc, faute à une blessure au niveau de la cuisse, et je dirais même à des blessures à répétition. Muriel Aouré, au meeting de Monteverde en Floride, a réalisé 10 secondes 78 centièmes. C'est le record d'Afrique, n'est-ce pas, qui était détenu par Okpagare, 10 secondes 79 centièmes. Donc elle a battu le record d'Afrique pour 1 seconde. Mais surtout, elle a réalisé de la sorte la meilleure performance de l'année sur la distance, envoyant ainsi un signal à ses rivales dans l'optique des Jeux de Rio. Eh bien, sa préparation a commencé il y a seulement 2 mois et demi, 3 mois, et elle arrive au top au bon moment. C'est vraiment tout bon pour l'athlétisme ivoirien et c'est très prometteur, d'autant plus que l'autre perle de l'athlétisme ivoirien, Talou, elle aussi a repris le chemin des tartans, mais pour l'instant, elle n'a pas encore récupéré de la blessure contractée il y a 1 mois et demi. Elle a terminé 6e de sa course. Et le président de la Fédération d'athlétisme, Nicolas Deloumou, disait qu'il espérait, à la faveur du retour en forme de la tête de file de notre sprint féminin, réaliser de bonnes performances aux Jeux de Rio. Alors, une bonne performance, attention, c'est une finale, peut-être une médaille, et il compte bien, n'est-ce pas, réaliser cet objectif avec les jeunes sprinteuses qui promettent à l'horizon, Ziké et Kanaté. Voilà un peu pour ce qui concerne Muriel Aouré. Allez-y, Patrick Guité. Hein. Oui, moi c'est déjà heureux de revoir ces 2 athlètes, Muriel et Ben Youssef, parce que ce sont 2 athlètes qui reviennent de loin. Muriel qui revient de blessure et Ben Youssef qui était quelque peu oublié par les Ivoiriens et il y revient et être tête de file donc de cet athlétisme ivoirien-là. Maintenant, c'est bien d'être en dessous des 10 secondes, mais il faut également regarder, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il faut également regarder les concurrents directs de nos athlètes-là qui seront également au JO à Rio. Je ne vais pas aller chez les hommes. Les concurrents de Ben Youssef, c'est forcément Justin Gatlin, c'est forcément Usain Bolt. Est-ce que Ben Youssef peut aller les titiller? Chez les dames? Justin, il a déjà couru un peu avec ces athlètes-là. Si. Je crois que Muriel s'entraîne même avec Justin Gatlin, oui. Je crois, et pour s'accommoder de ces grands stars, pour ne pas en avoir peur lorsque le coup d'envoi des JO sera donné. Au niveau des dames, c'est cette diablesse de Anne-Céline Fraser qui toujours souffle la médaille au nez à la barbe de ses concurrentes. Et puis, c'est vrai que Muriel Aouré a battu le record d'Afrique et elle a fait la meilleure performance mondiale au 100 mètres. Mais il reste quand même que Blessing Okagbare également sur les pistes
de départ pour pouvoir souffler également cette médaille que recherche, cette médaille olympique que recherche Muriel Aouré. C'est une belle performance parce que nos athlètes reviennent au premier plan, mais il faut faire attention pour ne pas vendre un peu du rêve à nos téléspectateurs parce que devant, il y a quand même de la qualité et il y a des performances à battre. Je vais le demander. Oui, je pense que, pour parler d'abord de Meïté Ben Youssef, il a réalisé une énorme performance. Il a battu le record de Côte d'Ivoire qui était détenu jusque-là par Wilfried Kofi. Il a remporté le 100 mètres en passant sous la barre des 10 secondes. Il a reçu un temps de 9 secondes 99 centièmes. Il a devancé le Sud-Africain Henri Shaw et le Lausantais Bruce Smith. Donc ça peut vous dire que ce qu'il vient de réaliser est énorme. Maintenant, c'est un garçon qui est très fragile. On se souvient très bien qu'il est souvent victime de blessures. Je pense qu'il va maintenant confirmer aux Jeux africains de Brazzaville, de Durban, au championnat d'Afrique, au championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban, dans ce mois-là. Il faut qu'il confirme. Déjà, il avait aux Jeux africains en 2015 à Brazzaville, il avait remporté l'or au 100 mètres en 10 secondes 4 centièmes. Et là, il faut qu'il confirme maintenant au championnat d'Afrique avant les JO. Comme je le disais, moi je croise le doigt pour lui parce que c'est un garçon qui est un peu trop fragile. Et il faut qu'il travaille dur. C'est à ce niveau que se situe l'inquiétude. Faut-il travailler durement ou bien il faut modérer parce que c'est un garçon qui vient de blessure, donc il faut se mettre en jambe. C'est à ce moment-là qu'il faut se mettre en jambe. Il faut qu'il travaille, il y a un travail physique à faire, il faut qu'il travaille. Il allait au meeting de Prague, la performance qu'il réalise, il bat le record de Côte d'Ivoire, c'est énorme. Maintenant, il faut qu'il enchaîne avec le championnat d'Afrique à Durban, en Afrique du Sud. Et je pense qu'il est conscient de cela. Aujourd'hui, pour moi, lorsque je le vois, il ne faudrait pas qu'il reste comme un éternel espoir. Il est grand temps maintenant de frapper, de reçu des coups. Parce qu'en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire va rechercher encore à réaliser 2 performances. Il faut 2 qualifications. Il faut chercher à qualifier le relais 4 fois 100 hommes et le relais 4 fois 100 dames. Alors, si il faut participer à ces 2 relais, ça veut dire que ces athlètes doivent y être. Parce qu'en Afrique, un potentiel, la Côte d'Ivoire est un potentiel, la Côte d'Ivoire a toutes les chances aujourd'hui, en Afrique du Sud, de se qualifier pour le relais. Oui. Et ça allait être une très bonne chose. Oui. Donc je disais qu'il est grand temps, que ce soit Meïté Ben Youssef, que ce soit Muriel Aouré, il est grand temps de frapper des coups. Il faudrait que ces athlètes-là entrent dans la légende de l'athlétisme ivoirien. Parce que c'est vrai, aux derniers Jeux africains à Brazzaville, Meïté qui remporte le 100 mètres, Wilfried qui remporte les 200 mètres. Le relais 4 fois 100 mètres, la Côte d'Ivoire, chez les hommes, a remporté l'or. Chez les dames, Marie-Josée remporte les 100 mètres. 200 mètres, Marie-Josée. Mais attends, elles n'ont plus rien à prouver sur le continent. Maintenant, elles doivent frapper, il faut reçu des coups. Et les JO, c'est vraiment la vitrine pour entrer dans la légende de l'athlétisme. Allez-y. Oui, mais alors, quels sont les espoirs pour... Eh bien, les espoirs. Alors, moi, je voudrais, Sébastien, qu'on attende d'abord la confirmation de la participation de Muriel Aouré et de Talou aux Jeux africains de Durban, 22-26 juin. Au championnat d'Afrique. Au championnat d'Afrique de Durban, 22-26 juin. Pourquoi? Parce que ces 2 athlètes sont en préparation pour les Jeux olympiques. Et si le staff managérial estime que ce sera une rupture dans la préparation, il n'est pas sûr que nous voyons nos perles défendre les couleurs ivoiriennes à Durban. Comme ça se passe en Afrique du Sud. Je dis cela comme ça. Je dis cela comme ça. Mais les chances pour les championnats d'Afrique, les chances sont réelles. Et pour Meïté Ben Youssef, vous voyez, c'est une confirmation de la potentialité et surtout de la volonté de cet athlète-là. Alors,
au champion du monde qu'il avait totalement raté, eh bien, il avait réalisé auparavant une performance de 10 secondes 2 centièmes avec un vent défavorable de 20 secondes. Et nous avions dit sur ce plateau que, eh bien, ça correspondait à un temps en dessous de la barre des 10. Eh bien, ce temps en dessous de la barre des 10, il l'a réalisé malgré la cascade de blessures dont il est victime. Effectivement, Joël le disait tantôt, eh bien, il ne gère pas bien sa musculature, sa puissante musculature. Sinon, la volonté est là. Ben Youssef, non seulement il y met lui-même du sien, mais il galvanise autour de lui Wilfried Yuah et même ses camarades du sprint féminin. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est dommage, n'est-ce pas, que ce soit au soir de sa carrière d'athlète qu'il donne le meilleur de lui-même. Ce garçon aurait mérité plus de lauriers, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Il est tout à fait capable de courir une finale de 100 mètres, ce qui serait déjà assez extraordinaire parce qu'à la dernière finale de 100 mètres des championnats du monde, eh bien, nous avions 9 performeurs en dessous qui étaient déjà descendus en dessous de la barre fatidique des 10. Vous savez, la performance, ce n'est pas seulement la médaille. La performance, c'est d'abord arriver en finale et puis peut-être monter sur le podium. Mais déjà, je pense que pour nos sprinteurs, qu'il s'agisse des individualités ou qu'il s'agisse de l'équipe du relais, une place en finale serait déjà un grand Alors, exploit. elle me disait tout à l'heure, il s'inquiétait pour, en ce qui concerne la présence de Muriel Aouré et puis de Meïté Ben Youssef. Je pense que c'est le lieu de ne pas s'inquiéter. Il faut partir. Il faut partir parce que juste après ce championnat, vous allez directement pour la compétition. Donc, la meilleure des choses, c'est déjà de partir. Ça se passe quand même en Afrique du Sud. Ouais, En Afrique du Sud, Ouais, il y a quand même les installations, il y a les infrastructures, il y a tous les moyens pour bien se préparer. Monsieur. Surtout qu'on le disait une fois sur ce plateau que l'État a fait un effort considérable pour permettre à nos athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Donc il faut aller à Durban pour Muriel et pour Ben Youssef, surtout qu'eux, ils reviennent de blessures. Ce n'est pas la même chose que pour les Justin Gatlin ou les Usain Bolt qui ont déjà beaucoup plus de... Voilà, monsieur. Oui. Alors, vous avez bien parlé. Nous allons procéder aux conclusions. Alors, les conclusions, on va rester avec vous. Vous choisissez un thème. Votre conclusion en 30 secondes. On y va. Alors, ma conclusion concerne la SEC Mimosa. J'espère que les Mimosas pourront se mettre au niveau donc, de ce rendez-vous, ce premier rendez-vous de leur retour après 8 ans d'absence au haut niveau en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des clubs champions, devenue Ligue des champions CAF. On attend des Mimosas survoltés, on attend des Mimosas du même acabit que ceux qu'on a eu face à l'Africa et face au Al-Ali de Tripoli. Et on espère les 3 points, même si Aimé Briel, lui, il ne veut qu'un point. Nous visons 3 points. Et une performance autre que 3 points serait une contre-performance pour la SEC Mimosa. Aimé Briel, votre conclusion? Non, nous sommes déjà à l'horizon de la Coupe du Monde 2018 en Russie et à la veille d'un tirage au sort très important pour notre équipe qui serait ainsi, alors j'ai regardé, la seule équipe africaine à se qualifier 4 fois de suite en Coupe d'Afrique. Pas au nombre de fois, hein, mais au nombre de fois consécutivement. Eh bien, ce serait un authentique exploit pour notre pays. Ce serait la juste récompense pour un football qui a toujours cherché à se maintenir au sommet dans ses performances, dans son organisation et puis dans son influence. Je vais lui demander 30 secondes. Je pense que l'heure a sonné pour la SEC Mimosa de rebondir véritablement sur l'échiquier continental. Parce que lorsqu'on joue une finale de C1 en 1995, perdue face à Orlando Pirates, 3 ans après, on remporte la Ligue des Champions. Depuis 1998, la SEC n'a plus goûté aux délices de cette épreuve. Il est grand temps pour les Mimosas de se faire respecter, de retrouver leur lettre de noblesse, mais malheureusement, la SEC est un grand club qui a une petite équipe. Voilà. Merci. Et puis, retenez donc cette information. 6e gala de la cohésion sociale. La marraine de la cérémonie, Madame Mariatou Kone, ministre des Victimes de guerre et de l'administration de la cohésion sociale. C'est un tournoi qui aura lieu donc ce samedi 18 juin à Williamsville à partir de 15 h. Il y aura également des dons à l'orphelinat Cœur pour la mère et l'enfant
de Port-Boué. C'est une information que nous devons absolument faire passer. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de la SEC Mimosa, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis de l'athlétisme. Notre souhait, c'est que la SEC Mimosa, ce samedi au stade Robert Champroux de Marcory, s'en sorte bien avec une victoire. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.